Avec nous ce soir, Pierre Simenon, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes écrivain, vous publiez votre troisième livre, c'est le deuxième roman, il a pour titre L'enfant de Garland Road, roman qui paraît aux éditions Plomb. On parlera bien entendu également de votre père, Georges Simenon, qui nous a quittés il y a 30 ans. Il est considéré encore aujourd'hui comme l'auteur francophone le plus lu et le plus traduit au monde. Vous racontez dans ce roman, Pierre Simenon, l'histoire de Kevin O'Hagan, qui a 63 ans. Il a décidé de se retirer, c'est un écrivain raté et il vit torturé, d'abord parce qu'il a eu une histoire d'amour très douloureuse, il est devenu veuf et même la perte de cet amour ne change pas les choses. C'est exact, ce livre se passe sur deux plans. Il y a d'abord le constat de décès, si vous voulez, ou plutôt l'autopsie d'une relation qui a échoué. Et puis ça, c'est dans le passé, avec les retours en arrière. Et puis dans le présent, il y a l'apparition d'un espoir pour cet homme qui n'avait plus d'espoir, au travers d'une relation avec son neveu dont il doit s'occuper. Alors il se retire où exactement? Sur la côte est des États-Unis, dans le Vermont. Parlez-nous de cette région, avec notamment cette couverture dont on va parler d'ailleurs, qui est d'une peintre du Vermont. D'abord, parlez-nous de cet endroit. Alors, j'habite en ce moment dans le Vermont, donc ça m'a été assez facile de m'inspirer des lieux. Et l'endroit précis, si vous voulez, c'est deux comtés du Vermont. Et j'ai un petit peu fictionnalisé les choses, je ne sais même pas si c'est français de dire ça, mais je mentionne certains lieux qui sont effectivement des lieux du Vermont. Alors cet homme, il vit donc reclus. Il y a un prologue dans lequel vous racontez cette scène où il est seul, et ce n'est pas la première fois, où il envisage de mettre fin à ses jours, de se suicider. Kevin relut pour la énième fois la lettre d'adieu qu'il avait écrite voilà longtemps déjà, la reposa sur la table basse et tourna son regard vers le colt posé à ses côtés sur le canapé. La délivrance, finalement, elle ne vient pas. L'échec, même dans la volonté de se suicider. C'est exact. Kevin est quelqu'un qui revit son échec tous les jours, y compris le moment, le soir, où il n'arrive jamais à se décider à presser la détente. Et finalement, c'est son démon. Son démon, c'est l'échec qui est devenu un personnage intime, si vous voulez. Mais c'est quoi son quotidien? Qu'est-ce qu'il fait dans cette maison reclus? Alors, il écrit plus? Il est à la retraite, il n'écrit plus. Il s'est retiré de la vie pour justement se foutre en l'air, si vous voulez. Mais il n'arrive pas à franchir le pas. Il y a un événement qui va basculer sa vie à nouveau, vous l'avez dit. Son neveu va perdre ses parents de manière aussi tragique que mystérieuse et que violente, et il va devenir son tuteur, il va devoir s'occuper de lui, et là il va y avoir des liens d'affection entre les deux. Voilà, exactement. Au début, quand on lui annonce la nouvelle, il n'a aucune envie de le faire. David s'appelle le garçon. Il s'appelle David, et finalement il prend ce gosse en pitié, vu que lui-même a dû s'occuper de sa fille quand la femme de Kevin est morte. Et petit à petit, presque malgré lui, il se lie d'affection et il y a une espèce de renouveau, comme je dis, de renouveau d'espoir pour les deux d'ailleurs. Alors la question, c'est de savoir si c'est une chance de salut pour l'un comme pour l'autre ou une épreuve de plus à endurer pour Kevin. On n'en dira pas plus, juste que cet enfant, un jour, eh bien, il ne va pas revenir de l'école parce qu'il va être enlevé par un pervers. La suite, elle est dans le roman. Il faut le lire. On va maintenant... Tiens, d'ailleurs, peut-être une question. C'est votre deuxième roman, on disait. Il y a un critique québécois qui disait que votre premier roman, c'était un essai. Que le deuxième, c'était la transformation de père en père, c'est ça? Où vous parliez de père à père, vous parliez de votre père. Là, donc, il dit que vous avez gagné le match, ce critique québécois. La troisième mi-temps, ça donnera quoi? Écoutez, d'abord, c'était sa vision des choses, de l'écriture en général. Et gagner le match, je crois que c'est beaucoup dire. Pour moi, ça sera toujours un nouvel essai. Je me considère plus un artisan et un apprenti qu'un écrivain. Donc... écoutez, chaque nouveau livre est un nouveau challenge. Avant de parler de votre père, quand même une question. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que vous n'exercez plus votre métier d'avocat. Avant cela, vous aviez travaillé dans la finance. Que vous a apporté l'écriture? Je crois que finalement, après avoir été travaillé comme banquier, comme avocat, comme instructeur de plongée sous-marine, j'ai maintenant bientôt 60 ans, j'ai enfin trouvé un métier qui me correspond finalement, qui est moi. Et peut-être que j'ai attendu longtemps parce que je me souviens de ces mots, de ces paroles de mon père qui disait il y a très très peu d'exemples dans la littérature d'enfants qui succèdent à leurs parents
dans l'écriture, à part Alexandre Dumas. À part Alexandre Dumas, votre père nous a quittés le 4 septembre 1989, le grand écrivain belge francophone qui reste encore à ce jour un des plus grands auteurs francophones traduits dans le monde. Journaliste d'abord spécialisé dans les faits divers, il est devenu le premier auteur de polar à intégrer la prestigieuse Pléiade. Bien entendu, le commissaire Maigret, c'est vous qui me le disiez d'ailleurs avant cette entrevue, il a 90 ans comme un certain Jacques Brel, dont on va parler tout à l'heure dans la chronique culture de Nicolas Georges. Mais d'abord, on va écoutez votre père. Il nous donne quelques conseils d'écriture, très précisément à votre grand frère John, et on en parle juste après. On me demandait, je parlais à un auditoire uniquement dans les écoles de gens de 17 ans à peu près. Et on me posait la question suivante. Supposez que votre fils, qui a 17 ans, vous dise, Daddy, je voudrais devenir romancier. Quel conseil lui donneriez-vous? Vous avez justement des milliers de jeunes gens de 17 ans à l'écoute, répondez. J'ai répondu, mais comme conseil, lire tous les classiques d'abord, à fond, tous les classiques, les étudier du mieux. Ensuite, lire tout ce qui tombe sur la tête, sous la main, jusque vers 23, 24 ans. Ensuite, ne plus lire. Vivre avec une majuscule et écrire, en jetant tout au fur et à mesure jusqu'à ce qu'enfin on ait trouvé sa forme à soi. Voilà à peu près, je crois, ce à quoi vous faisiez allusion. Vous dites conseiller aux jeunes à partir de 23 ans de ne plus lire et alors de se mettre à travailler. Oui. Mais un homme qui écrit autant que vous ne peut certainement pas ne pas lire. Je lis énormément, mais pas du tout de fiction, comme on dit, c'est-à-dire pas du tout de littérature proprement dite. Je lis énormément d'œuvres historiques, surtout d'œuvres de première main, c'est-à-dire des mémoires, des correspondances, ou alors des ouvrages de biologie, de médecine, etc., de psychologie. Mais dites-vous bien que pour un auteur, lire de la littérature, c'est comme si on mangeait de la nourriture déjà mâchée et déjà distillée. Vous comprenez ce que je veux dire? Un auteur ne doit pas lire. Et d'ailleurs, je refuse absolument de lire un roman. Pour une bonne raison, c'est que ça peut m'influencer. Mon Dieu, je ne crois plus que ça influencerait ni mon style, ni ma façon de voir le monde. J'ai passé l'âge, je crois, où on est très influençable. Mais ça pourrait, par exemple, m'empêcher d'écrire. Enfin, supposez que j'ai plus ou moins en tête d'écrire un roman sur les relations de père-enfant, par exemple, ce qui m'est arrivé d'ailleurs assez récemment. Et supposez que la veille d'écrire un roman comme ça, je lise un livre sur le même sujet. Je vais me dire, ben non, à quoi bon, il vient de traiter mon sujet. Si je ne le sais pas, je vais écrire certainement une chose très différente de ce que le bonhomme a écrit, de ce que mon confrère a écrit. Mais si je l'ai lu, je vais être impressionné, je vais avoir peur d'écrire la même chose que lui, etc. Exact. Voilà, entrevue diffusée le 6 mars 1960 dans l'émission Premier Plan de Radio-Canada, notre partenaire francophone canadien. Entrevue réalisée par Gérard Pelletier. Beaucoup d'humour, on l'a compris chez votre père, mais vous acquiescez quasiment sur tout, sur la lecture, sur la fiction, sur... C'est extraordinaire de voir ça parce que je n'avais jamais vu cette interview, j'avais 1 an à l'époque. Ouais. Et on n'a jamais beaucoup parlé de l'écriture avec mon père, mais c'est exactement le cas. Je ne lis plus de fiction depuis que j'écris. Et pas parce que je m'inspire de lui, mais parce que j'ai peur non pas d'être influencé, mais d'être justement... de se trouver coincé, de ne pas vouloir écrire parce que quelqu'un l'a déjà fait. Ouais. C'est tellement vrai. Et d'ailleurs, vous avez vous-même dû faire le même exercice que votre père 30 ans après ou plus dans une école, racontez-nous. Alors oui, parce qu'aux États-Unis, les parents sont invités à venir parler de leur métier. Et moi, j'étais venu pour parler de la plongée sous-marine et du métier d'écrivain. Je me disais, je vais parler 2 minutes du métier d'écrivain à des gosses de 14 ans et le reste sera la plongée. Non, c'est tout le contraire ce qui s'est passé. Et ils m'ont demandé, alors, devenir écrivain, qu'est-ce que vous nous conseillez? Et moi, mon premier conseil, c'était de leur dire, et je vais essayer de le traduire en français, si vous voulez la gloire et la richesse, faites tout autre chose que d'être écrivain. Parce que d'abord, même si vous êtes un écrivain très célèbre, en général, les gens ne savent pas à qui vous ressemblez. Et la richesse, eh bien, elle est rare. Vous alliez débuter vos études de droit à la veille du décès de votre père, donc le 4 septembre 1960, il nous a quittés il y a 30 ans, donc 1989, pardon. Qu'est-ce qui vous a transmis, au fond, l'écriture, c'est lui ou... Je pense que par osmose, l'écriture, ça doit être un peu lui. Mais il n'y a aucun point de comparaison. Je l'ai toujours dit, une Ferrari, une bicyclette ont des roues, mais la comparaison s'arrête là. On ne peut pas comparer un écrivain comme mon père avec un petit apprenti comme moi. Comment expliquez-vous le succès du commissaire Maigret? Je crois que c'est
D'ailleurs, non seulement le succès du commissaire Maigret, mais le succès de toute l'œuvre de mon père, c'est l'universalité du thème. Ça transcende le temps, la géographie. C'est que mon père s'attache à l'homme nu, comme il le disait lui-même, aux petites gens. Et ça veut dire, pour lui, c'était un compliment, c'est les gens ordinaires. Il parlait de ce qui est en nous, à chacun de nous. Et donc, chaque lecteur se retrouve, que ce soit dans le commissaire Maigret ou dans les romans non Maigret. Quel est votre rapport à la Belgique, le pays natal de votre père? J'ai une énorme affection pour la Belgique et d'ailleurs, je n'ai pas l'occasion d'y aller assez souvent, mais quand j'y vais, c'est un plaisir énorme. Le président Donald Trump a eu à son arrivée des mots très durs. On se souvient quand il y a eu les attentats de Bruxelles, il avait parlé de trous à rats, même s'il avait essayé de se rattraper en parlant de Molenbeek, d'ailleurs assez maladroitement, puisqu'il avait dit que Bruxelles était un très beau pays, alors que c'est la capitale de la Belgique, bien entendu. Ça m'étonne qu'il sache même où se trouve la Belgique. Bon, moi je suis démocrate. J'ai voté pour Hillary. Nous sommes en train de souffrir sous la présidence de ce type. Je crois qu'il ne faut pas attacher trop d'importance à ce qu'il dit, parce que je ne suis pas même sûr qu'il sache exactement ce qu'il dit. Mais redonner l'emploi aux Américaines et aux Américains et relancer l'économie, pour vous, ça ne suffit pas? Il y a autre chose? Mais il ne l'a pas relancé, l'économie. C'est Obama qui l'a relancé. Lui, il ne fait que bénéficier de toutes les mesures qu'a prises Obama. Et maintenant, il est en train de, faire tout le contraire. Ce qui fait qu'à mon avis, d'ici 2 ans, on aura une récession majeure. Merci beaucoup, Pierre Simenon, d'avoir répondu à nos questions. L'enfant de Garland Road, magnifique roman publié aux éditions Plomb. Et bien entendu, on reparlera du trentenaire de la disparition du grand écrivain Georges Simenon. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci pour votre invitation.